Je m'appelle Whisper Johnson et à 81 ans. J'ai besoin de vous dire quelque chose qui me ronge l'âme depuis 65 ans. Cela fait maintenant des années. À 16 ans, j'ai épousé 2 hommes en même temps. Des jumeaux siamois. Et ils ont fait de moi leur prisonnier pendant 3 ans, s'imposant à moi 8 fois par jour jusqu'à ce que je pense que j'allais mourir. Je sais ce que tu penses. Tu penses que cette vieille femme a perdu la tête, assise ici dans ma petite maison sur Elm. Dans la rue, mon thé refroidi et mon chat ronronne sur le rebord de la fenêtre. Tu te dis que les années ont peut-être changé. Mes souvenirs sont comme des œufs dans une poêle. Mais je vous dis la vérité, et chaque mot est gravé dans mon cœur comme une marque. Je m'appelle Whisper Johnson, même si ce n'était pas toujours mon nom. Les gens autour d'Iron Kettle, dans le Missouri, me connaissent comme la veuve qui reste seule, s'occupe de son petit jardin et se présenta. Tous les dimanches, ils vont à l'église avec un plat couvert pour le repas. Ils voient une vieille femme qui a vécu une vie tranquille. Peut-être un peu trop silencieuse, peut-être un peu trop prudente pour garder ses rideaux tirés et son passé enfermé plus hermétiquement qu'une banque. Coffre-fort. Mais je n'ai pas toujours été aussi prudent. Je n'ai pas toujours été aussi silencieux. Il y avait à l'époque où j'étais juste une fille effrayée, sans nulle part où aller et sans personne vers qui me tourner. Et j'ai fait un choix qui, je pensais, sauve-moi. Au lieu de cela a presque détruit tout ce que j'étais et tout ce que j'aurais pu être. J'ai gardé cette histoire enfouie. Si profonde et si longue que parfois je me suis demandé si c'était vraiment arrivé. Mais les cicatrices ne mentent pas. Les souvenirs ne s'estompent pas. Et le bruit d'une porte qui se verrouille fait encore trembler mes mains comme des feuilles d'automne sous la tempête. Je pense que il était temps que je dise à quelqu'un toute la vérité, du début à la fin. Parce que porter cela seul a été. C'est comme essayer de retenir une rivière à main nue. Alors, installez-vous confortablement avec moi. Laissez-moi vous ramener en 1959, quand j'avais à peine 16 ans et je croyais savoir à quoi ressemblait l'amour. Laissez-moi vous parler de Jacob et Elias Gable. Comment ce qui a commencé comme un salut s'est transformé en le plus long cauchemar de ma vie. Et peut-être, juste peut-être, si vous écoutez chaque mot que j'ai à dire, vous comprendrez comment une personne peut survivre à l'impossible et toujours trouver un moyen d'appeler. Il faut comprendre quelque chose à propos d'Iron Kettle, dans le Missouri, en 1959. C'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, mais certains secrets étaient si sombres que les gens. Ils prétendaient ne pas exister. Les jumeaux Gable étaient l'un de ces secrets. Ils vivaient sur Mockingbird Hill, cette grande maison blanche qui appartenait à leurs grands-parents. Et la plupart des gens en ville faisaient comme si elle était vide. Comme si ces garçons n'étaient jamais nés. Mais je savais qu'ils existaient, car je les avais vus une fois, quand j'avais peut-être 12 ans. Vieux. Je passais devant le magasin avec Madame Rix. C'était la dame qui m'a accueilli après la mort de ma mère, et je les ai aperçus à travers la vitre arrière de la maison du vieux monsieur Abernathy. Camion de livraison. 2 hommes adultes partageant un même corps de la taille aux pieds, assis là, silencieux comme des souris d'église, tandis que M. Abernathy chargea ses courses. Madame Rix tira mes bras si fort que je crus. Elle l'enlevait proprement et me disait de ne jamais regarder les mystères de Dieu, que certaines choses n'étaient pas faites pour les jeunes yeux. À voir. J'étais orphelin, tu comprends? Je l'étais depuis que j'avais 10 ans, quand ma mère. J'ai attrapé la tuberculose et je suis devenu complètement inanimé en l'espace de 6 mois. Mon père s'était enfui quand j'étais tout petit. Bébé. Alors, quand maman est morte, je suis devenue ce qu'on appelle une pupille de la charité. Madame Hendrix m'a accueilli, mais ce n'était pas par gentillesse. Le comté lui versait un petit quelque chose chaque mois, et j'ai gagné ma vie en faisant la cuisine, le ménage et les réparations. Elle n'était pas vraiment cruelle, mais elle n'était pas chaleureuse non plus. L'amour était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre dans cette maison. À 16 ans, Madame Rix me faisait clairement comprendre que le temps passé sous son toit touchait à sa fin.
Les versements du comté cesseraient à mes 18 ans, et elle aurait sa propre maison. Elle avait commencé à me parler de me trouver un emploi convenable, ce qui, dans une ville comme Iron Bouilloire signifiait travailler dans la cuisine de quelqu'un ou peut-être nettoyer les chambres de la pension si j'avais de la chance. Si elle n'avait pas eu de chance, il y avait d'autres types de travail que les filles désespérées devaient parfois envisager. C'est alors. Le révérend Morrison est venu voir Madame Rix avec ce qu'il a appelé une proposition de Dieu lui-même. J'étais dans la cuisine en train de préparer biscuits pour le dîner quand j'ai entendu leur voix dériver à travers les murs minces, basses et sérieuses, comme si elles étaient discutant des arrangements funéraires. Le révérend, dit-il à Madame Rix, que la famille Gable avait fait une chose inhabituelle. Demande. Ils cherchaient une jeune femme pour épouser leur fils, tous deux, légalement et convenablement, devant Dieu et le État du Missouri. Ce n'était pas du jamais vu, a déclaré le révérend, dans des cas comme le leur, où la nature avait lié deux âmes en un seul corps. La loi le permettait. Circonstances particulières, et l'Église le sanctifierait tant que toutes les parties étaient consentantes et majeures. Les Gable étaient offrant une somme généreuse à quiconque aiderait à organiser un tel mariage, suffisamment d'argent pour installer Madame Hendrix confortable pour les années à venir. Et il recherchait spécifiquement quelqu'un de jeune, quelqu'un qui pourrait s'adapter à leur une situation particulière, quelqu'un qui ne se laisserait pas effrayer par son état. Je me souviens d'être là, avec des fleurs sur les mains, je les écoutais parler de moi comme si j'étais du bétail vendu aux enchères. Tout mon avenir, décidé par deux personnes qui ne me voyaient que comme un problème à résoudre et un chèque à encaisser. Madame Rix m'a appelé au salon ce soir-là, après le départ du révérend. Elle m'a fait asseoir dans le bon fauteuil, celui avec les fleurs bleues qu'il m'était habituellement interdit de toucher, et j'ai expliqué la situation avec le genre de prudence. Des mots qu'on utilise pour rendre raisonnable une situation terrible. Les jumeaux Gable, disait-elle, étaient bons. Des chrétiens qui avaient été malmenés par le Tout-Puissant. Ils possédaient des biens considérables et de l'argent à la banque, et pourraient subvenir aux besoins d'une épouse d'une manière que peu d'hommes à Iron Kettle pourraient gérer. Ce serait un mariage de commodité, dit-elle. Mais la commodité était meilleure que la charité, et la charité était tout ce que je pouvais espérer autrement. Ce qu'elle ne dit pas, ce qui flottait entre nous comme la fumée d'un feu mourant, c'était que je n'avais pas vraiment le choix. À 16 ans, sans famille, sans argent et sans perspective, je pouvais soit accepter cette proposition, soit me retrouver à la rue. À l'approche de mon 18e anniversaire, je lui ai demandé si elle les avait déjà vus, et son visage est devenu pâle. Elle m'a dit que certaines choses dans ce monde étaient l'affaire de Dieu, pas la nôtre, et une bonne chrétienne apprenait à accepter ce que le Seigneur a pourvu sans remettre en question sa sagesse. Et c'est là que j'ai compris que tout ce qui m'attendait là-haut. Mockingbird, il allait tout changer en moi et en ce que je pensais pouvoir devenir. La première fois quand j'ai rencontré Jacob et Elias Gable, j'ai cru voir un miracle et une malédiction réunis en un seul corps. C'était un mardi matin froid de novembre lorsque le révérend Morrison m'a conduit sur ce chemin de terre sinueux jusqu'à Mockingbird Hill. Les arbres étaient nus comme des os, et le vent transperçait mon fin manteau comme s'il était fait de papier. Je me souviens comment les mains tremblaient. Non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui me semblait. C'était comme se tenir au bord d'une falaise et savoir qu'on allait sauter. Leur maison était plus grande que je ne l'avais imaginé. Planches à clins blanches et volets verts, avec une véranda qui entourait la maison et qui avait connu des jours meilleurs. La peinture s'écaillait ici et là. Et certaines planches s'affaissaient un peu. Mais c'était quand même la plus belle maison dans laquelle j'avais jamais été. J'ai frappé, il a fallu beaucoup de temps pour que quelqu'un réponde, et j'ai pu entendre des pas traînants et des voix basses discuter. Quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Quand la porte s'est enfin ouverte, je les ai vus de près pour la première fois, et j'ai dû leur rappeler. Ils étaient joints au niveau des hanches et partageaient les jambes,
mais à partir de la taille, ils étaient deux complètement. Hommes différents. Jacob était à gauche. C'est lui qui a ouvert la porte. Il avait des cheveux noirs qui bouclaient. Ses cheveux étaient fins et ses yeux marrons semblaient tout absorber à la fois. Son visage était doux, avec des rides de sourire. Autour de ses yeux qui me disaient qu'il riait parfois, même s'il n'avait pas vraiment de raison. Elias était plus calme, avec des cheveux plus clairs, toujours un peu décoiffés, et des yeux bleus qui semblaient transpercer votre âme. Il se tenait en arrière. Un peu quand il marchait, comme s'il laissait Jacob prendre les choses en main. Le révérend fit présentation, et Jacob a tendu la main pour me serrer la main, tandis qu'Elias hochait poliment la tête, mais ne disait pas grand-chose. Quoi que ce soit. La main de Jacob était chaude et calleuse, des mains qui travaillaient, pas douces comme on pourrait s'attendre de la part d'hommes vivants isolés. Lorsqu'il m'a souri, quelque chose a palpité dans ma poitrine, comme un oiseau tentait de sortir de sa cage. Ils nous ont invités à prendre un café, et je me suis retrouvée dans leur cuisine à l'observer. Jacob se déplaçait avec une grâce qui semblait impossible compte tenu de leurs conditions. Ils avaient appris à travailler ensemble. Si fluide que cela ressemblait presque à une danse. Lorsque Jacob tendit la main vers la cafetière, Alias était déjà penché dans le même direction. Quand Alias voulut ajouter du sucre dans sa tasse, la main de Jacob s'avançait déjà vers le bol. C'était comme observer deux personnes partageant non seulement un corps, mais aussi un esprit. La maison. Ça sentait le vieux bois, le café et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Peut-être de la lavande ou le genre de savon vendu en barre de fantaisie. Il y avait des livres partout, empilés sur des tables et étagères. Et j'ai réalisé que ces hommes n'étaient pas ignorants, malgré ce que la ville pouvait penser. Jacob m'a dit qu'ils avaient été éduqués par des tuteurs qui venaient à la maison, qu'ils avaient lu de tout, de Shakespeare à la Bible en passant par l'agriculture. Almanach. Elias mentionna qu'ils aimaient particulièrement la poésie. Et lorsqu'il en récita quelques-uns, des répliques de mémoire, sa voix était douce et musicale, d'une manière qui faisait vibrer mon cœur. Ils m'ont interrogé sur moi-même, ce que j'aime lire, si j'aimais cuisiner, si j'avais déjà vécu à la ferme. Jacob a fait la plupart des parler, mais j'ai remarqué qu'Elias observait attentivement mon visage lorsque je répondais, comme s'il mémorisait chaque expression. Il semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire, ce qui représentait une attention plus grande que celle que quiconque avait accordée. Moi depuis des années. Quand ils m'ont fait visiter la maison, j'ai vu comment ils avaient tout adapté à leurs besoins. Leur lit était plus grande que la normale, avec des oreillers supplémentaires pour le soutien. La cuisine avait été aménagée pour qu'ils puissent cuisiner confortablement ensemble. Il y avait même une chaise spéciale dans le salon qui accueillait leur corps partagé pendant. Je leur ai donné à chacun l'espace nécessaire pour lire ou travailler sur des projets individuels. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est leur gentillesse. L'un avec l'autre et leur gentillesse envers moi. Quand Jacob a accidentellement heurté un cadre de porte, Elias a immédiatement. Il m'a demandé s'il était blessé. J'ai trébuché un peu dans l'escalier, et ils ont tous deux tendu la main pour me stabiliser. N'étaient pas les monstres que les rumeurs en ville avaient fait passer. Ils étaient simplement deux hommes à qui on avait infligé. Un destin impossible nous attendait et nous essayions d'en tirer le meilleur parti. Avant notre départ ce jour-là, Jacob m'a demandé si je pouvais. J'envisage de revenir nous voir, peut-être de dîner pour mieux nous connaître. Elias a ajouté qu'il comprenait que c'était une situation difficile pour toutes les personnes impliquées, mais ils espéraient que je pourrais la trouver. J'avais à cœur de leur donner une chance de prouver qu'ils pouvaient me rendre heureuse. Je redescends cette colline avec le révérend Morrison. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Désiré. Pas nécessaire, pas toléré, mais sincèrement souhaité. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, quelqu'un. Il me regardait comme si j'avais de l'importance, comme si j'étais précieuse plutôt qu'un fardeau de plus.
Je ne savais pas alors que être désiré et être chéri étaient deux choses très différentes, et que parfois la frontière entre l'amour et la possession est si mince qu'on ne la remarque qu'une fois coincé du mauvais côté. J'ai commencé à visiter le Gable. Après cette première rencontre, je me rendais à la maison 3 fois par semaine. Et chaque fois que je gravissais cette colline, j'avais l'impression de marcher plus profondément dans un rêve dont je n'étais pas sûr de vouloir me réveiller. Madame Rix, préparez-moi un petit déjeuner et rappelez-moi de faire attention à mes manières. Mais je pouvais voir le soulagement dans ses yeux chaque fois que je partais. Elle comptait déjà l'argent qu'elle recevrait une fois le mariage célébré. Les frères avaient une façon bien à eux de me faire sentir comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Jacob m'attendait avec des fleurs fraîches. Des fleurs sauvages. Il avait réussi à en cueillir dans leur jardin, disposées dans un bocal sur la table de la cuisine. Elias aurait choisi un poème à lire à haute voix, sa voix douce et prudente avec chaque mot comme s'il me donnait un cadeau enveloppé de syllabes. Il se souvenait de tout ce que je leur avais dit. Que j'aimais mon café, que j'avais peur des orages, que ma mère. Elle chantait des cantiques pendant qu'elle faisait la lessive. Mais ce sont les petits détails qui ont commencé à changer en premier, si progressivement que je n'ai presque pas remarqué. Quand j'ai mentionné que j'aimais lire, Jacob a sorti un recueil de poésie qui lui avait appartenu à leur mère et m'ont dit que je pouvais l'emprunter aussi longtemps que je le voulais. Mais quand j'ai voulu le ramener à la maison, Elias, ils m'ont suggéré qu'il serait peut-être préférable que je le lise là-bas, là où la lumière était meilleure, là où je pourrais leur poser des questions si je n'ai pas compris quelque chose. C'était logique à l'époque. Quand j'ai admiré le piano dans leur salon, un vieux, debout, ayant connu des jours meilleurs, mais conservant toujours sa mélodie, ils s'illuminaient tous deux comme le matin de Noël. Jacob m'a dit. Leur mère avait joué, le banc était réglable et la partition était toujours là. Elias se demandait si j'aimerais peut-être apprendre, si je pouvais m'entraîner lors de ma visite. Avant même de m'en rendre compte, ils avaient déjà organisé ma venue. Tous les jours pour ne pas perdre le rythme de mes leçons. Chaque jour est devenu 2 fois par jour lorsque Jacob a mentionné combien ils tous deux attendaient avec impatience mes visites. Les heures entre mon départ et mon retour me semblaient plus longues que tout. Saison. Elias s'inquiétait que je ne mange pas assez, que Madame Rix ne prenne pas bien soin de moi. Pourquoi ne le faisais-je pas? Rester pour le petit déjeuner et le dîner? Ils avaient de quoi manger à volonté, beaucoup d'espace, et ce serait plus facile que de marcher, non? J'ai commencé à passer la nuit dans leur chambre d'amis le week-end, avec le jaune, le papier peint et le lit en fer blanc qui grinçait quand je me retournais. C'étaient de parfaits gentlemen, qui ne m'ont jamais fait. Je me sentais mal à l'aise ou en danger, mais j'ai commencé à remarquer comment ils me regardaient, comment leurs yeux me suivaient lorsque je bougeais. Dans la maison, comment ils se taisaient tous les deux quand je parlais de ma vie en ville. Le changement s'est produit. Lentement. À tel point que je ne peux pas dire exactement quand j'ai réalisé que je ne visitais plus la maison à Pignon. J'y vivais. Mon peu de biens avait migré de chez Madame Andric, petit à petit. Ma robe du dimanche était accrochée dans leur placard, car c'était plus facile que de la trimballer. Ma brosse à cheveux est restée sur leur bureau, car je l'avais oubliée trop souvent. Le livre que je lisais est resté sur leur table de nuit parce que, après tout, c'était là que je lisais la plupart de mes livres. Madame Rix n'y opposa aucune objection. Le révérend avait déjà célébré une cérémonie discrète, pas le mariage que j'avais imaginé. Petite fille, mais un simple échange de vœux dans leur salon, en notre présence à 4. J'étais légalement. J'étais mariée à Jacob et Elias Gable, même si je me sentais davantage invitée qu'épouse. C'était un jeudi, soir de décembre, lorsque j'ai enfin compris que le sol sous mes pieds avait complètement changé. Nous avons fait un rôti pour le dîner, et nous étions assis au salon après. Jacob lisait le journal à voix haute pendant. Elias travaillait sur des mots croisés. La neige commençait à tomber dehors et j'ai mentionné que je devrais probablement vérifier sur Madame Rix.
Assurez-vous qu'elle ait suffisamment de bois de chauffage pour la tempête qui approchait. C'est alors qu'ils devinrent tous les deux très immobiles. Et Jacob plia le journal avec des gestes prudents et réfléchis. Elias posa son crayon et regarda moi avec ses yeux bleus qui semblaient soudain beaucoup plus sérieux que d'habitude. Jacob s'éclaircit la gorge et me rappela que j'étais une femme mariée maintenant, que ma place était avec mes maris, pas à courir m'occuper de gens qui n'auraient jamais. Il tenait vraiment à moi de toute façon, a ajouté Elias, sa voix douce mais ferme, qu'il ne serait pas convenable pour une épouse d'être. Se balader en ville, surtout pas par un temps pareil. Que feraient les gens? Tu penses? J'ai commencé à protester, à expliquer que Madame Rix était vieille et seule, mais Jacob leva la main et secoua la tête. Ils avaient déjà envoyé un message et de l'argent pour engager le jeune Peterson afin de la surveiller et lui apporter tout ce dont elle avait besoin. Il s'était occupé de tout, comme toujours, comme il. Je le ferai toujours. C'est alors que je l'entendis, le léger déclic de la serrure de la porte d'entrée. Jacob avait tendu la main. D'un air détaché, presque distrait, il tourna la clé tout en parlant. Quand je le regardai avec confusion, il sourit. Ce même sourire chaleureux que j'avais appris à aimer et qui me disait que c'était pour ma propre sécurité, que les routes devenaient verglacées et que il était dangereux de sortir après la tombée de la nuit. Mais la clé disparut dans sa poche, et pour la première fois depuis mon ascension. Mockingbird Hill, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ma position dans cette étrange nouvelle géographie de ma vie. L'hiver s'est installé sur Mockingbird Hill comme une lourde courtepointe, et avec lui est venu un silence qui semblait presser contre les fenêtres et s'infiltrer à travers les murs. La neige continuait de tomber jour après jour jusqu'à ce que le monde extérieur ressemblait à une page blanche, attendant que quelqu'un écrive une histoire dessus. Mais à l'intérieur de cette maison, un monde différent. Une sorte d'histoire s'écrivait, dont je n'étais plus sûr de vouloir faire partie. Tout a commencé par de petites choses. Des choses qui semblaient raisonnables lorsqu'on les expliquait. Les routes étaient trop dangereuses pour les visiteurs, alors l'épicerie. Les livraisons n'arrivaient qu'une fois par semaine. Or, le téléphone avait des problèmes de ligne. Quelque chose à propos. Le poids de la glace rendait les appels difficiles à passer. Il valait mieux, disait-il, se concentrer sur chaque élément. Ils ont dû se séparer pendant un certain temps, pour apprendre à vivre en famille sans distraction extérieure. Mais ce qu'ils n'ont pas dit. Moi, ce que j'ai dû comprendre par moi-même, c'est qu'être leur femme signifiait quelque chose de différent de ce que j'avais jamais imaginé. Ils avaient imaginé. Ils avaient besoin de moi, disait-il, d'une manière dont d'autres maris n'auraient peut-être pas eu besoin. Ils avaient été seuls si longtemps. J'ai été privée de l'amour que d'autres hommes tenaient pour acquis. Maintenant qu'ils m'avaient, maintenant que j'étais vraiment à eux, ils voulaient. Pour rattraper toutes ces années de solitude. La première fois que c'est arrivé, je me suis dit que c'était naturel. Nous étions. Après tout, ils étaient mariés. Et c'est ce que faisaient les gens mariés. Jacob était doux, demandant la permission du regard, même. Tandis que ses mains tremblaient de désir. Elias murmurait des poèmes en attendant. À son tour, sa voix douce et respectueuse, comme s'il priait. Ils se sont occupés de moi ensuite, m'ont apporté du lait chaud et... Chérie, ils m'ont dit combien j'étais belle, combien ils avaient eu de la chance de me trouver. Mais... Puis cela s'est reproduit avant le coucher, et encore le lendemain matin avant le petit déjeuner, et encore après le déjeuner pendant que j'essayais de lire. Ce qui avait été ressenti comme de l'amour et du désir commençait à ressembler à autre chose, comme de la faim, qui ne pouvait jamais être étanchée, comme une soif qui ne faisait que s'intensifier à chaque gorgée d'eau. Ils commencèrent à planifier l'heure. Jour autour de cela, en discutant à voix basse de qui était le tour, quel serait le meilleur moment, si je semblais trop fatiguée ou si j'étais prête. J'ai cessé d'être un murmure, et je suis devenue autre chose, une chose qu'ils partageaient, Ils se partageaient une possession, une solution à un problème que je n'avais jamais vraiment compris. J'ai essayé de leur parler.
J'en ai parlé une fois, j'ai essayé d'expliquer que j'avais besoin de temps pour me reposer, pour réfléchir, pour être moi-même un moment. Jacob a regardé. Blessé, ses yeux bruns s'emplissant d'une déception qui me faisait mal à la poitrine. Elias devint très silencieux et ils m'ont demandé si j'étais mécontente d'eux, s'ils avaient fait quelque chose de mal, si peut-être je regrettais déjà notre mariage. Ils m'ont rappelé tout ce qu'ils m'avaient donné, la belle maison, les beaux vêtements, la sécurité que je n'avais jamais eue auparavant. M'ont parlé de leur solitude, des années qu'ils avaient passées à regarder d'autres hommes courtiser des femmes, se marier et commencer famille, tandis qu'ils restaient cachés comme des secrets honteux. N'étais-je pas égoïste? Ils se demandaient si je pouvais leur refuser. Une chose qui les a fait se sentir normaux. La seule chose qui a prouvé que je les aimais vraiment tous les deux. Alors j'ai arrêté de protester. J'ai appris à sourire quand on me tendait la main. À émettre les bons sons au bon moment. À faire semblant que mon corps m'appartenait alors qu'il leur appartenait clairement. Je suis devenue actrice de ma propre vie, jouant le rôle de la personne consentante. Femme, tandis que quelque chose en moi devenait plus petit et plus silencieux à chaque performance. Le pire, ce n'était pas fréquence ou l'attente. C'était la façon dont ils faisaient croire que c'était de l'amour. Ils m'ont ensuite apporté des cadeaux, de petits témoignages d'appréciation qui ressemblaient plus à un paiement qu'à de l'affection. Ils m'ont constamment félicité, m'ont dit à quel point j'étais bon, parfait, à quel point ils avaient de la chance. Ils m'ont rendu complice de ma propre disparition en me convainquant que c'était ce que je voulais, ce à quoi j'avais accepté. Quand j'ai accepté leur proposition. En février, j'ai réalisé que je n'avais pas vu le monde extérieur était en plus de 2 mois. La neige avait fondu, gelé, puis refondu. Mais je ne le savais qu'en regardant à travers des fenêtres qui auraient tout aussi bien pu être des peintures, vu tout le bien qu'elles faisaient. Moi, je n'avais pas parlé à un autre être humain que Jacob et Elias depuis Noël. Et je commençais à oublier. À quoi ressemblait ma propre voix lorsqu'elle ne répondait pas à leurs besoins et à leurs exigences? C'est là que j'ai trouvé l'autre serrure, celle de la porte arrière que je n'avais jamais remarquée auparavant car je n'avais jamais eu de raison d'essayer cette porte. Et là, ceux sur les fenêtres qui ne s'ouvraient pas, peu importe à quel point j'ai poussé, et le téléphone que lorsque je me suis finalement levée. J'ai eu le courage de le décrocher pendant qu'il dormait, mais je n'avais pas de tonalité. Je me suis retrouvée dans leur cuisine à 15 heures. Matin, toujours vêtue de la chemise de nuit que Jacob m'avait achetée parce qu'elle était plus jolie que cette vieille chose que j'avais apportée de chez Madame Hendrix, et j'ai enfin compris ce qui m'était arrivé. Je n'étais pas une épouse. Je n'étais même pas une personne. Plus. J'étais une prisonnière qui avait déverrouillé sa propre cellule et remis la clé. Avec un sourire. Le printemps est arrivé tard cette année-là, mais quand il est enfin arrivé, il m'a apporté une inquiétude inextinguible. La neige a fondu, révélant un monde que j'avais presque oublié. Existait. L'herbe verte poussait à travers la terre brune, les oiseaux construisaient leurs nids dans l'avant-toit de la maison. L'odeur des plantes qui poussaient et changeaient était portée par le vent qui faisait trembler les fenêtres verrouillées. J'ai trouvé moi-même debout à ces fenêtres pendant des heures, mes paumes pressées contre la vitre comme si je pouvais en quelque sorte me frayer un chemin. De l'autre côté, Jacob et Elias ont remarqué mon humeur. Bien sûr, ils ont tout remarqué en moi maintenant. J'ai mangé, dormi, souri et diminué. Ils ont commencé à planifier des activités spéciales pour me remonter le moral, disait-il. Jacob a suggéré qu'on plante un jardin ensemble, pour me donner un projet. Sur quoi me concentrer? Elias pensait que j'aimerais peut-être redécorer la chambre d'amis. Peut-être. Je choisissais de nouveaux rideaux dans le catalogue, car j'ai l'impression d'aimer regarder par la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'était? En fait, ce que je faisais, c'était me donner du travail, des petites tâches pour remplir les heures vides. Entre leurs exigences envers mon corps. Ils avaient appris à mieux espacer les choses pour que cela paraisse moins évident, mais l'horaire était toujours là. Matin, après-midi, soir, et parfois une fois
plus avant de se coucher s'ils en ressentaient le besoin. J'avais commencé à noter les jours sur un calendrier que je gardais caché dans mon tiroir de commode avec de minuscules marques de crayon qui ressemblaient à de simples rayures aléatoires. 8 fois par jour. Devenu la norme, et je comptais comme un prisonnier marquant le temps sur le mur d'une cellule. Le projet de jardinage m'a donné premier goût d'air extérieur depuis des mois, mais même cela s'accompagnait de conditions. Je pouvais travailler dans la terre 1 heure chaque matin, mais seulement pendant qu'ils étaient assis sur le porche à regarder. Je pouvais choisir des légumes à planter, mais uniquement à partir des graines qu'ils avaient déjà achetées. Je pouvais arracher les mauvaises herbes et arroser les rangs, mais ils ne pouvaient pas s'approcher de la clôture qui bordait leur propriété, ni marcher sur le chemin qui menait à la route. C'est en plantant des tomates que je l'ai vu. Tom Fletcher, le jeune homme qui livrait les courses de magasin Abernathy en ville. Il ne devait pas avoir plus de 18 ou 19 ans, avec du sable, des cheveux et des taches de rousseur sur le nez qui le rajeunissaient encore davantage. Il chargeait des caisses de son camion, déplaçant, avec la confiance facile de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se demander si le sol sous ses pieds était solide. Je l'observais de derrière les poteaux de haricots, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que Jacob et Elias pouvaient l'entendre depuis le porche. Tom Fletcher représentait quelque chose dont j'avais presque oublié l'existence. La possibilité d'une connexion avec le monde au-delà de cette colline. Preuve que d'autres personnes vivaient encore librement pendant que je restais prisonnière de ce monde. Étrange théâtre du mariage et de la captivité. Lorsqu'il jeta un coup d'œil vers le jardin et m'aperçut, il leva les yeux. Je lui ai fait un signe de la main. Je me suis retournée vers le porche où mon mari était assis. Je regardais, puis je levai légèrement la main, à peine plus d'un mouvement de doigt. Mais Tom sourit quand même, et ce sourire était comme la lumière du soleil perçant les nuages d'orage. Cette nuit-là, alors que Jacob et Elias discutaient de la question de savoir si j'avais besoin de plus d'engrais pour le jardin, je me suis excusée pour aller aux toilettes et je me suis glissée jusqu'à la fenêtre de devant pour voir si le camion de Tom était toujours là. Il avait disparu, bien sûr, mais posé sur la balustrade du porche se trouvait un petit sac en papier avec notre ticket de commande hebdomadaire était glissé dessous. Mes mains tremblaient en m'imaginant marcher sur ce chemin, en ramassant ce sac, peut-être en trouvant une excuse pour marcher un peu plus loin juste pour voir jusqu'où je peux aller. J'aurais pu y aller avant qu'on m'en empêche. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas essayer. Il l'avait clairement fait savoir sans même le dire directement. Que ma sécurité dépendait de mon maintien à proximité de chez moi. Le monde était dangereux pour une femme seule, surtout pour une femme de mon âge. État délicat. Bien que la nature exacte de cet état n'ait jamais été précisée. Il était simplement entendu que avaient besoin de leur protection, de leur vigilance constante, de leur surveillance constante. Les livraisons arrivaient chaque jeudi. J'ai commencé à programmer mes travaux de jardinage pour qu'ils coïncident avec les visites de Tom. Rien de dramatique, rien qui pourrait éveiller les soupçons, juste la chance de voir un autre visage humain, de me rappeler que il n'était plus le seul survivant. Parfois, il faisait de nouveaux signes de la main. Parfois, il lançait une salutation qui transportait à travers la cour comme un message dans une bouteille. J'avais toujours l'impression que Jacob et Elias me regardaient depuis le porche. J'étais aussi attentif que des faucons qui gravitent autour de leur proie. C'est au cours de la 3e semaine des visites de Tom que j'ai remarqué quelque chose différent. Il semblait s'attarder plus longtemps que nécessaire, prenant plus de temps pour cocher des éléments de sa liste, réorganiser. Qu'est-ce qui n'avait pas besoin d'être réorganisé? Et quand il regarda vers le jardin où je désherbais les rangées de haricots, mon expression n'était plus seulement amicale. Elle était inquiète. Je devais avoir une autre apparence qu'il y a 6 mois. Plus mince peut-être malgré les repas réguliers, plus pâle à force de passer autant de temps à l'intérieur. Il y avait des ombres sous mes yeux qu'aucun sommeil ne semblait pouvoir réparer, et mes vêtements tombaient sur moi différemment d'avant. Quand
Si vous vivez avec quelqu'un tous les jours, les changements sont progressifs et invisibles. Mais pour quelqu'un qui vous voit une fois par semaine, le déclin serait évident. Ce jeudi-là, tandis que Jacob somnolait dans son fauteuil et qu'Elias était absorbé par un livre, Tom fit quelque chose. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Au lieu de simplement faire un signe de la main, il désigna le cabanon près du bord du jardin et prononça un simple mot que je pouvais lire sur ses lèvres. À l'aide. Je jetai un coup d'œil vers le porche, le cœur battant, puis secouai vivement la tête et je me suis remis à désherber, les mains si tremblantes que je pouvais à peine tenir les outils. Mais au fond de moi, quelque chose qui dormait depuis des mois commença à s'éveiller. Quelqu'un l'avait remarqué. Quelqu'un posait des questions. Et pour la première fois depuis l'hiver, je me suis permis de me demander ce qui pourrait arriver si j'y répondais. Les semaines. Ce qui a suivi la question silencieuse de Tom m'a donné l'impression de vivre avec une bombe secrète dans la poitrine. Quelque chose qui pourrait exploser à tout moment. À tout moment et tout changer. J'ai commencé à prêter attention à des détails que j'avais été trop insensible pour remarquer auparavant. La façon dont Jacob se positionnait toujours entre moi et la porte d'entrée lorsque nous entendions le camion de Tom monter la colline. Elias avait soudainement besoin d'aide pour quelque chose qui nécessitait mon attention immédiate à chaque fois que la livraison était. Ils avaient géré mes interactions avec le monde extérieur avec tant de soin que j'avais cessé d'y penser. Il semblait tout naturel qu'ils gèrent l'affaire avec Tom, car il comptait les courses et vérifier le ticket de caisse pendant que je restais tranquillement dans le jardin ou la cuisine. Mais maintenant, je comprenais ce que c'était. Un contrôle déguisé en protection. Un isolement enveloppé dans. J'ai commencé à tester mes limites par petites touches. Rien de suffisamment dramatique pour déclencher l'alarme, mais suffisamment pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Quand j'ai mentionné que parler aux autres me manquait, Jacob m'a rappelé que j'avais tous les deux à qui parler, que la plupart des femmes n'avaient pas le luxe d'avoir deux maris qui traînaient à chacun de leurs mots. Quand je me suis demandé à voix haute si j'allais écrire une lettre à Madame Rix, Elias m'a gentiment fait remarquer que, de toute façon, elle ne s'était jamais vraiment souciée de moi. Et ne serait-ce pas douloureux de tendre la main pour être ignoré? Ils avaient une réponse à tout. Une raison pour laquelle chaque impulsion que j'avais envers le monde extérieur était soit dangereuse, soit inutile ou tout simplement stupide. Ils avaient construit une cage si parfaite que j'ai aidé à le concevoir moi-même, brique par brique, choix par choix, jusqu'à ce que je ne puisse plus voir. Je ne voyais plus les barreaux. Mais Tom Fletcher me les avait fait voir. Et une fois qu'on a remarqué la cage, on ne peut plus s'en passer. J'ai commencé à prêter attention à la façon dont ils se déplaçaient ensemble, à la façon dont ils anticipaient les besoins et les réactions de l'autre. Jacob voulait me toucher, mais Elias trouvait toujours une excuse pour détourner le regard ou s'occuper avec un livre. Quand Elias en avait besoin. À son tour, Jacob se souvenait soudain de tâches qui nécessitaient son attention ailleurs, comme si elles pouvaient en quelque sorte lui donner l'intimité de chacun dans un corps qu'ils partageaient. J'ai réalisé qu'ils avaient développé des systèmes élaborés pour gérer non seulement moi, mais aussi eux-mêmes et leurs relations complexes à la possession et au désir. Les livraisons de course est devenu mon lien vital vers la raison. L'événement hebdomadaire qui me rappelait qu'il existait encore un monde au-delà de ces murs. J'ai commencé à tout chronométrer autour du jeudi matin. Quand je me lavais les cheveux, quand je portais ma robe bleue, m'a fait voir les choses en travaillant dans la partie du jardin la plus visible depuis l'allée. Je me suis dit, j'essayais juste de paraître bien, de me sentir à nouveau humain. Mais au fond, je savais que j'étais envoyant des signaux comme un phare projetant ses rayons dans l'obscurité. Tom commença à laisser des choses. Rien d'évident. Rien qui aurait pu être remarqué par quelqu'un qui ne les cherchait pas. Une pièce de monnaie sur la balustrade du porche qui n'était pas là. Avant. Une petite pierre posée juste là sur le portail du jardin. Une fleur sauvage nichée. Sous le coin du ticket de caisse. De minuscules signes indiquant qu'il pensait à moi, qu'il était attentif, que
Quelqu'un au monde me considérait encore comme une personne digne d'intérêt. Je n'ai jamais répondu directement, ni laissé de signe en retour. Le risque était trop grand, et j'avais appris à avoir peur de mon ombre. Mais j'ai commencé à me positionner là-haut. Il me voyait mieux pendant ses accouchements. Il a commencé à établir un contact visuel qui a duré quelques secondes de plus que politesse requise. Et une fois, alors que Jacob et Ellie étaient tous deux distraits par une dispute à propos de quelque chose qu'ils avaient lu dans le journal, j'ai pressé ma main contre ma gorge et j'ai légèrement secoué la tête. Un geste si petit qu'il aurait pu être celui d'éloigner un moustique, mais impossible à tromper si vous le cherchiez. Les yeux de Tom s'écarquillèrent et il hocha rapidement la tête avant de se retourner vers son camion. Cette nuit-là, allongé entre mes deux maris pendant qu'ils dormaient, dans le profond sommeil de la satisfaction, je me suis permise d'imaginer ce que ce serait de descendre cette colline, de monter dans le camion de livraison de Tom, de sentir le vent à travers les fenêtres ouvertes alors que nous nous éloignions de Mockingbird Hill et retournions dans le monde des gens normaux vivant une vie normale. Mais l'imagination était un terrain fertile, et j'avais appris à garder mes rêves secrets. Pourtant, quelque chose avait changé. En moi ce jour-là, lorsque Tom aperçut mon appel silencieux à l'aide. Pour la première fois depuis des mois, j'avais communiqué avec un autre être humain sans Jacob et Ellie contrôlant chaque mot, gérant chaque interaction, décider ce que je pouvais dire, penser et ressentir en toute sécurité. C'était un acte de rébellion si minime que n'importe qui d'autre aurait ri de son insignifiance. Mais pour moi, c'était comme allumer une allumette dans une grotte. Une petite flamme qui n'éclairerait peut-être pas la sortie, mais prouvait au moins que le feu était encore possible. Le jeudi suivant, Tom apporta plus que des provisions. Caché au fond de la boîte à œufs, sous le séparateur en carton, se trouvait un morceau de papier plié pas plus grand qu'un timbre-poste. C'était écrit au crayon si léger que j'ai dû le tenir contre la fenêtre pour le lire. Il y avait 4 mots qui me faisaient trembler les genoux. Tu es en danger. J'ai regardé ce papier jusqu'à ce que les mots se confondent, puis je l'ai rapidement déchiré en morceaux si petits. Ils ressemblaient à de la charpie quand je les ai dispersés dans le tiroir de ma commode. Mais ces 4 mots résonnaient dans. J'ai eu la tête qui rebondissait comme des oiseaux coincés dans un grenier pendant des jours. Étais-je en danger? Ils ne m'auraient jamais frappé. Ils ne m'ont jamais menacé de violence. Ils m'ont bien nourri, bien habillé, m'ont répété sans cesse combien ils m'aimaient, mais un amour accompagné de verrous, d'isolement et d'exigences incessantes. Était-ce vraiment de l'amour, ou autre chose? Portant le masque de l'amour. Pour la première fois depuis mon ascension de Mockingbird Hill, j'ai dû répondre à une question posée par quelqu'un. D'autres demandaient au lieu d'accepter simplement les réponses que Jacob et Ellie fournissaient à tout. Et la réponse, quand je l'ai finalement admis, m'a fait trembler de tout mon corps comme si j'avais de la fièvre. Oui, j'étais en danger. Mais le danger ne concernait pas seulement mon corps. Il concernait mon âme, mon esprit, le souvenir de celle que j'étais avant de n'être plus qu'un objet qu'il partageait. La chaleur de l'été s'est installée sur Mockingbird Hill comme une couverture de laine, épaisse et étouffante, donnant l'impression que tout est plus lent et plus oppressant que d'habitude. Le jardin que j'avais planté au printemps était florissant, mais je remarquais à peine les tomates mûrir ou les haricots grimpant sur leurs perches. Toute mon attention était concentrée sur les jeudis. Les 10 minutes chaque semaine où le camion de Tom Fletcher apparaissait dans notre allée, et je me souvenais de ce que Hope. Il avait l'impression que son message suivant était enroulé autour d'un concombre, une fine bande de papier. J'ai failli passer à côté. Cette fois, il avait écrit une adresse, 412 Maple rue, et en dessous, avec le même crayon soigné, endroit sûr. Dis-moi. Quand? J'ai mémorisé ces mots avant de détruire le papier, les répétant comme une prière pendant que je parcourais le mouvement de ma routine quotidienne. 412 rue Maple. Endroit sûr. Dites-moi quand. L'adresse ne signifiait rien pour moi.
J'étais absent de la ville depuis si longtemps que j'avais perdu la trace de qui vivait où. Mais la promesse de sécurité était comme de l'eau pour quelqu'un qui meurt de soif. Mais où était le problème? Chaque instant de ma journée était comptabilisé maintenant. Chaque mouvement est surveillé, catalogué et géré. Jacob et Elias avaient développé une routine si précise qu'on avait l'impression de vivre à l'intérieur d'une horloge. Chaque heure était prédéterminée et incontournable. Tâches du matin, repos de l'après-midi, obligations du soir, exigences nocturnes. On ne m'a jamais laissé tranquille assez longtemps pour aller à la boîte aux lettres, et encore moins pour planifier une quelconque évasion. Et c'était l'évasion que je cherchais. En y repensant maintenant, même si je n'avais jamais utilisé ce mot auparavant, je me disais que je voulais juste visiter la ville. Voir d'autres personnes, avoir des conversations normales sur des sujets normaux. Mais les messages de Tom m'avaient obligé à nommer ce que je voulais vraiment. La liberté, le droit de faire mes propres choix, d'aller et venir. À ma guise, de dire non quand je voulais dire non et que cette parole soit respectée. La chaleur a empiré les choses. Jacob et Elias semblaient avoir besoin de moi plus fréquemment pendant les longs après-midi étouffants, où il n'y avait rien d'autre à faire que de chercher le réconfort qu'ils pouvaient trouver. La maison n'avait pas de climatisation, juste des ventilateurs qui poussaient l'air épais sans le refroidir, et les fenêtres qui pouvaient. Les vents traversiers sont restés bien serrés. Je me suis retrouvée à compter les heures jusqu'au coucher du soleil, puis à compter les heures jusqu'au lever du soleil, marquant le temps comme un prisonnier purgeant une peine sans fin. C'était pendant l'une de c'est lors de ces après-midi étouffants de juillet que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Jacob s'était endormi après le déjeuner, et Hélas somnolait aussi. Leur corps partagé était lourd de chaleur et de satisfaction. Qui vient après avoir pris ce que l'on veut. Je débarrassais la vaisselle du déjeuner quand j'ai remarqué que la poche du pantalon de Jacob était béante. Et à l'intérieur, je pouvais voir le contour des clés, pas seulement celui de la maison. Les clés. J'en avais déjà vu lorsqu'il verrouillait et déverrouillait les portes. Celles-ci étaient différentes, plus petites, et il y en avait plus d'entre eux que je ne l'avais imaginé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en comprenant ce que je voyais. Les clés de chaque serrure. La maison. Peut-être même les clés de choses dont j'ignorais l'existence. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé des heures, mais c'était. Je n'ai probablement passé que quelques secondes à fixer ces clés et à essayer de trouver le courage de les attraper. Si j'étais pris, il y aurait des questions auxquelles je ne pourrais répondre, des soupçons que je ne pourrais dissiper. Mais si je n'essayais pas, je risquais de ne jamais y arriver. Une autre chance. Me déplaçant avec autant de précaution que si je désamorçais une bombe, j'ai glissé deux. J'ai glissé mes doigts dans la poche de Jacob et j'ai sorti le trousseau de clés. Il y avait 7 clés au total. J'en ai reconnu 3 qui me convenaient. À la porte d'entrée, à la porte de derrière et aux fenêtres, mais 4 autres que je n'avais jamais vues auparavant. Que se passait-il d'autre dans cette maison? Verrouillée? Quelles autres libertés m'avaient été retirées si progressivement que je n'avais même pas remarqué leur absence? J'étais toujours. Je tenais les clés lorsqu'Elias remua et ouvrit les yeux. Pendant un instant, nous fûmes. Ils se regardèrent fixement. Et je vis quelque chose vaciller sur son visage. Pas vraiment de la colère, mais une sorte de résignation. Tristesse, comme s'il attendait ce moment et le redoutait à la fois. Il regarda les clés dans ma main, puis vers son frère, toujours endormi dans le fauteuil. Puis de nouveau vers mon visage, avec ses yeux bleus qui avaient autrefois. Il semblait si gentil et se sentait maintenant comme un projecteur. Lorsqu'il parlait, sa voix était à peine un murmure, mais chaque mot me frappait comme un coup physique. Il m'a dit il comprenait pourquoi je pouvais être curieux à propos de ces clés, pourquoi une jeune femme pouvait se sentir agitée et vouloir explorer. Mais cela m'a rappelé que certaines portes étaient verrouillées pour de bonnes raisons, que certaines libertés étaient dangereuses pour ceux qui ne le faisaient pas. Il comprenait le monde comme eux.
Il avait vu ce qui arrivait aux filles qui cherchaient les ennuis, qui pensaient. Il savait mieux que les hommes qui les aimaient et voulaient les protéger. Puis il tendit la main, paume vers le haut, attendant. Je devais rendre ce que j'avais pris. Je restais là, tenant ses clés, sentant leur poids dans ma paume, comme si je tenais mon propre avenir en main. C'était le moment, le choix entre la sécurité et la liberté, entre la misère connue de la vie actuelle et les risques inconnus de ce qui se trouvait derrière ces portes verrouillées. Tout ce qui se passerait ensuite. Cela dépendrait de ce que je ferais dans les secondes qui suivraient. Mais Elias attendait toujours, me regardant avec ce patient expression qui disait qu'il savait que je ferais le bon choix, le choix sûr, le choix qui maintenait son monde exactement comme il le fallait. Et Jacob commençait à s'agiter sur sa chaise, ses paupières battant tandis qu'il commençait à se réveiller de sa sieste. Je refermai mes doigts sur les touches et sentis les bords métalliques mordre dans ma paume. Pour la première fois depuis pendant des mois, je tenais entre mes mains quelque chose qui pouvait tout changer. La question était de savoir si j'aurais le courage de l'utiliser. J'ai remis ces clés dans la poche de Jacob cet après-midi-là. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le réveiller dans la nuit. Processus. Mais quelque chose avait changé en moi pendant ces quelques secondes où je les ai tenues. Quelque chose qui ne pouvait pas être. J'étais à nouveau enfermée, malgré tout le contrôle qu'ils exerçaient sur tout le reste. Pour la première fois depuis que j'étais devenue Madame Gable. J'avais fait un choix. Même si ce choix consistait à attendre un moment meilleur, un moment plus sûr. Opportunité. Elias n'a jamais mentionné ce qui s'était passé, mais je l'ai surpris à me regarder différemment après ce jour-là. Pas avec suspicion exactement, mais avec le genre d'attention minutieuse que vous accordez à quelque chose qui pourrait se briser ou s'enfuir lorsque vous êtes. Il ne regardait pas. Il a commencé à trouver des excuses pour rester plus près de moi pendant la journée, suggérant que nous lisions ensemble dans le même chambre, demandant de l'aide pour des tâches qui n'en nécessitaient pas vraiment. La laisse invisible qu'il m'avait toujours attachée se raccourcit et se resserra. Mais j'avais appris quelque chose d'important sur leur système de contrôle. Cela dépendait de mon coopération, ma volonté d'accepter leur version de la réalité, ma conviction que j'étais plus en sécurité avec eux que sans eux. Une fois que j'ai cessé d'y croire, une fois que j'ai commencé à remettre en question toute gentillesse et à examiner chaque restriction, leur pouvoir sur moi a commencé à se fissurer comme de la glace. Printemps. J'ai commencé à prêter attention au rythme de la maison comme jamais auparavant. Quand ils dormaient le plus profondément, quand ils étaient le plus distraits, quand leur garde était baissée, j'ai remarqué que la respiration de Jacob changeait quand il était vraiment endormi par rapport à quand il reposait simplement ses yeux. J'ai appris qu'Elias pouvait tomber dans une concentration si profonde en lisant qu'il remarquait à peine ce qui se passait autour de lui. J'ai mémorisé les planchers qui craquaient et les portes qui grinçaient à l'ouverture. Plus important encore, j'ai commencé à me préparer mentalement pour ce qui semblait être une tâche impossible. Communiquer avec Tom Fletcher d'une manière qui lui permettrait. Je savais que j'avais besoin d'aide sans prévenir Jacob et Elias de mes projets. Chaque jeudi, je répétais un programme différent. Scénario dans ma tête, différentes manières de lui signaler ma détresse ou de lui glisser un message. Mais chaque plan semblait trop risqué, trop susceptible de se terminer par une découverte et des conséquences que je ne voulais pas imaginer. C'était fin août quand l'opportunité s'est finalement présentée de la manière la plus inattendue. Jacob avait été. Je me suis senti mal pendant plusieurs jours. Rien de grave, juste un rhume d'été qui m'a laissé. Il était léthargique et congestionné. Elias était suffisamment inquiet pour suggérer qu'ils oublient leur routine habituelle de l'après-midi avec moi. Qu'ils se reposent tous les deux jusqu'à ce que Jacob se sente mieux. C'était la première fois depuis des mois que je disposais d'un après-midi entier. Sans leur attention et leurs exigences constantes. J'ai passé cette première heure de liberté inattendue, assis dans le cuisine, émerveillé par le silence, par la possibilité de penser à mes propres pensées sans interruption. Mais j'ai alors entendu
Le camion de Tom arrivait sur la colline un jour plus tôt à cause d'une erreur dans le calendrier de livraison, et je savais que c'était le moment que j'attendais tant. Jacob et Elias somnolaient tous les deux dans la chambre. Le bruit de la voix congestionnée de Jacob. Ma respiration masquant les petits bruits que je pouvais émettre. Mes mains tremblaient tandis que je déchirais un morceau de papier au dos d'un. J'ai écrit 4 mots dans un livre de recettes, avec une écriture minuscule. Je suis sorti. J'ai plié le papier jusqu'à ce qu'il ne soit pas plus gros qu'une pilule, puis je me suis glissé dehors par la porte de la cuisine. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il réveillerait toute la maison. Tom déchargeait des caisses de son camion, déplaçant, avec son efficacité habituelle. Mais quand il m'a vu approcher, il s'est dirigé vers lui au lieu de simplement me regarder. Le jardin, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Je fis semblant d'examiner les légumes qu'il déballait, gardant mon. D'une voix calme et décontractée, je le remerciais d'être venu plus tôt et lui disais que nous étions à court de quelques provisions. Mais quand je lui ai remis l'enveloppe de paiement, j'ai vérifié que le petit papier plié était pressé entre les billets, caché là où seul quelqu'un qui la cherchait la trouverait. Les doigts de Tom effleurèrent les miens en prenant l'enveloppe, et pendant un instant, dès l'instant où nos regards se sont croisés, j'y ai vu de la compréhension, de la détermination et quelque chose. Cela ressemblait à de la colère de ma part. Il hocha la tête une fois, presque imperceptiblement, puis il a continué son travail comme si de rien n'était. 5 minutes plus tard, j'étais de retour à la cuisine, à laver les légumes et je commençais à préparer le dîner comme si je n'étais jamais parti. Quand Jacob et Elias se réveillèrent 1 heure plus tard, je fredonnais en. J'ai travaillé, paraissant plus satisfait que je ne l'avais été depuis des semaines. Ils ont commenté mon amélioration de l'humeur, ravis que cet après-midi de repos avait apparemment été bénéfique pour nous tous. Mais intérieurement, je comptais les heures et les jours, calculant combien. Il faudrait beaucoup de temps à Tom pour comprendre quoi faire de mon message, se demandant si le 412 Maple Street était vraiment aussi sûr qu'eux. Il avait promis, essayant d'imaginer à quoi ma vie pourrait ressembler si jamais je réussissais à quitter Mockingbird Hill en vie. Cette nuit-là, allongée entre mes maris endormis, je me suis autorisée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis presque 1 an. J'ai prié pour que. Prière prudente et reconnaissante que l'on m'avait appris à offrir pour ma nourriture et mon abri, et pour les hommes généreux qui ont pourvu à mes besoins. Moi, mais le genre de prière de marchandage désespéré qui vient du plus profond de votre âme lorsque vous êtes à court d'eux. J'ai prié pour avoir du courage. J'ai prié pour avoir des opportunités. J'ai prié pour que quelqu'un, quelque part, j'écoutais une jeune fille piégée murmurer. S'il vous plaît, pour être délivrée. Et pour la première fois depuis des mois. J'ai prié pour vivre assez longtemps pour retrouver la liberté. Le jeudi suivant n'est pas arrivé. Le camion de Tom n'est jamais apparu dans notre allée, et dans l'après-midi, Jacob et Elias étaient tous les deux agités d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ils n'arrêtaient pas de regarder par les fenêtres, de vérifier et revérifier le calendrier, se demandant à haute voix ce qui avait bien pu se passer. Pour retarder la livraison, Jacob suggéra que Tom était peut-être malade ou que son camion était en panne. Elias se demanda s'il y avait. Il y avait peut-être eu un accident sur les routes de montagne. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je savais que mon petit message plié était arrivé à destination et que quelque part en ville, les gens demandaient. Questions auxquelles Jacob et Elias ne voulaient pas de réponse. Vendredi est passé sans aucune nouvelle de la ville. Samedi s'est prolongé. Sans fin, rempli du genre de silence tendu qui précède les tempêtes. Jacob et Elias se chuchotaient entre eux quand ils pensaient que je ne les entendais pas. Leur voix basse et pressante me faisait. J'en avais la chair de poule. Ils planifiaient quelque chose, prenaient des décisions à ce sujet, et j'ai eu la terrible. J'avais l'impression que j'étais le sujet de leur conversation. Dimanche matin, Jacob a annoncé que nous n'irions pas. Église. Quelque chose à propos du temps menaçant, malgré un ciel clair comme du cristal. Au lieu de cela, nous aurions
Notre propre service à la maison, juste tous les trois, comme Dieu l'a voulu pour les familles. Mais ce qu'il a vraiment. Cela signifiait que nous ne quitterions pas la maison et que nous ne serions pas vus par quelqu'un qui pourrait poser des questions gênantes. Pourquoi j'avais l'air si maigre et effrayé? Dimanche après-midi, j'ai compris que mon message n'avait pas été reçu. Avait déclenché quelque chose de bien plus important que prévu. Tom Fletcher n'avait pas seulement lu mon appel à l'aide et décidé de. Il l'avait confié à d'autres personnes, des personnes d'autorité. Des gens qui avaient le pouvoir de poser des questions que Jacob et Elias ne pouvaient pas détourner avec du charme et des explications. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. J'étais sur le point d'être découvert, et ils le savaient. C'est là que leur comportement a changé. Complètement changé. La manipulation douce et le contrôle minutieux ont cédé la place à quelque chose de beaucoup plus direct et effrayant. Jacob commença à vérifier et revérifier chaque serrure de la maison, testant les fenêtres qui n'avaient pas été ouvertes. En quelques mois, comptant les clés comme un avare compte les pièces. Elias a commencé à déplacer notre approvisionnement alimentaire à différents endroits, cacher des choses dans des endroits qui prendraient du temps à trouver, se préparer à ce qui semblait comme un siège. Ils me l'ont expliqué avec soin, patience, comme on pourrait le faire. Expliquer un concept difficile à un enfant lent. Il y avait des gens en ville qui ne comprenaient pas notre situation, qui pourraient tenter d'interférer avec notre mariage par ignorance et préjugés. Ces personnes pensaient savoir ce qui était le mieux pour moi, mais ils n'avaient jamais pris le temps de voir à quel point j'étais heureuse, à quel point j'étais bien soignée, à quel point mon mari m'aimait. Il me chérissait. Si quelqu'un venait me poser des questions, Jacob disait, je devais me rappeler que j'étais ici par choix, que j'étais une épouse consentante et reconnaissante, et toute suggestion contraire était insultante pour nous trois. Elias a ajouté que certaines personnes pourraient essayer de me piéger, pourraient prétendre qu'elles étaient là pour aider alors qu'en réalité elles voulaient juste causer des problèmes pour notre famille. Mais sous leurs explications précises, je percevais la menace qui avait toujours été là, cachée sous des couches de gentillesse et d'attention. Ils ne me laisseraient jamais partir. Et si quelqu'un essayait de m'éloigner d'eux, il y aurait des conséquences auxquelles aucun de nous ne voudrait faire face. Lundi. Le matin, j'ai entendu le bruit que j'espérais et redoutais à la fois. Des véhicules remontaient notre colline. Pas seulement la livraison de Tom. Camions, mais d'autres voitures, des moteurs au son officiel qui signifiaient du sérieux. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand je les ai entendus, et j'ai laissé tomber l'assiette que je tenais, la regardant se briser sur le sol comme si mes nerfs avaient finalement brisé après des mois de contrôle minutieux. Jacob apparut instantanément dans l'embrasure de la porte, comme s'il attendait cet instant. Son visage était calme, mais ses yeux exprimaient une sauvagerie que je n'avais jamais vue auparavant. Et quand il parlait, sa voix était ferme comme la pierre. Il m'a dit que quoi qu'il arrive ensuite, je devais me rappeler que j'appartenais à eux, que, avec eux, j'étais en sécurité. Le monde extérieur ne comprendrait ni n'accepterait jamais ce que nous avions vécu ensemble. Il me rappelait toutes les fois où ils m'ont protégé, ont pourvu à mes besoins, m'ont aimé alors que personne d'autre ne se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Le bruit des portières de voiture qui claquaient résonna dans la cour, suivi de pas lourds dans les escaliers du porche. Des voix d'hommes, qui crient des mots à consonance officielle à propos de mandats, d'enquêtes et de contrôles sociaux. Elias prit ma main dans les siennes, ses yeux bleus remplis d'une lueur qui ressemblait à un au revoir. Il murmura. Peu importe ce que les gens me disaient, peu importe ce qu'ils promettaient ou menaçaient, j'avais besoin de me rappeler que l'amour parfois était différent de ce que les gens attendaient. Et que le véritable amour signifiait ne jamais abandonner les personnes qui avaient le plus besoin de vous. Les coups frappés à la porte d'entrée étaient assez forts pour faire trembler les fenêtres, et une voix que je ne reconnaissais pas criait d'avoir l'autorité légale pour entrer dans les locaux, de mener une enquête officielle sur les rapports d'eux. Une personne en danger. Jacob chercha ses clés, mais au lieu de déverrouiller la porte, il se contenta de vérifier que chaque serrure était fermée.
était en sécurité. Nous étions là, dans le couloir, tous les trois, devenus quelque chose de tordu et de méconnaissable. Au cours de près de 3 ans, nous avons écouté les sons du sauvetage et du jugement qui arrivaient enfin à notre porte. J'ai réalisé que je pleurais. Mais je ne savais pas si mes larmes étaient de soulagement ou de terreur. Car, malgré tout mon désir, être sauvé, autant j'avais prié pour ce moment, autant je savais qu'une fois cette porte ouverte, tout allait changer d'une manière que je ne pouvais ni prévoir ni contrôler. La fille. Celui qui avait gravi la colline de l'oiseau moqueur à 16 ans était parti à jamais. Mais peut-être, juste peut-être, la femme qui s'apprêtait à redescendre pouvait encore survivre. Les coups cessèrent brusquement, et, dans le silence qui suivit, j'entendis quelque chose qui me fit trembler les genoux. La voix de Tom Fletcher. Mais il n'était pas seul. Il était parlé à quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec de l'autorité dans ses paroles et une démarche déterminée. À travers les murs fins, j'ai capté des fragments de leur conversation. Les fragments d'un plan qui s'était formé pendant que j'étais prisonnier de ma propre monde désespéré. Tom n'avait pas simplement lu mon message et agi seul. Il l'avait accepté. Au shérif Franklin, oui, mais il l'avait également montré à quelqu'un d'autre. Sa tante Martha, qui travaillait au comté, palais de justice et savait des choses sur les procédures juridiques et les droits des femmes que la plupart des gens d'Iron Kettle n'avaient jamais. Plus important encore, Martha Fletcher tenait des registres, documentait les livraisons à notre domicile, notant les demandes étranges et l'isolement croissant, construisant un dossier que personne ne pouvait rejeter comme des ragots ou spéculations. Ce que je ne savais pas, ce que Jacob et Ellie ne savaient pas non plus, c'est qu'il y avait. Il y a eu d'autres filles avant moi, pas beaucoup et pas récemment, mais suffisamment pour établir une motif qui avait attiré l'attention de ceux qui se donnaient pour mission de remarquer ce genre de choses. La famille Gable avait. Nous avons pris des dispositions comme les nôtres pendant 3 générations, et Martha Fletcher avait discrètement recueilli des preuves d'eux. Pendant 20 ans. La voix du shérif Franklin traversa alors la porte, calme et professionnel, expliquant qu'il avait une ordonnance du tribunal pour effectuer un contrôle de bien-être, qu'il s'agissait d'une affaire de routine qui pouvait être résolue rapidement et pacifiquement si tout le monde coopérait. Mais Jacob et Ellie n'écoutaient pas les paroles raisonnables. Ils écoutaient quelque chose de complètement différent, le bruit de leur monde soigneusement construit commençant à s'effondrer. C'est alors qu'Elias. Il fit quelque chose qui me choqua plus que tout ce qui s'était passé ces 3 dernières années. Il regarda son frère. Puis vers moi, et d'une voix si basse que je l'ai presque manqué. Il a dit à Jacob de donner. Je lui ai donné les clés. Jacob le fixait comme s'il avait perdu la tête. Mais Elias continuait de parler, ses mots s'accélérant. Plus urgent. Il dit qu'ils savaient tous deux que ce jour viendrait un jour, qu'ils avaient toujours su qu'il vivrait. Un temps emprunté. Il disait qu'ils avaient eu presque 3 ans de quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais eu. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être. Il était temps de me laisser partir avant que quelqu'un ne soit blessé. Mais Jacob n'était pas prêt à abandonner. Son visage s'assombrit. Et quand il parla, sa voix était d'une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. Il rappela à Elias que j'appartenais à eux deux. Que j'avais fait des vœux devant Dieu et l'État. Que personne n'avait le droit de rompre un mariage légal simplement parce que ils n'étaient pas d'accord. La dispute qui s'ensuivit ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu entre eux auparavant. Pendant 3. Au fil des ans, ils ont évolué ensemble comme des pièces d'une même machine, anticipant les besoins de l'autre, partageant des pensées et désir d'une intimité qui excluait tout le monde. Mais maintenant, face à, avec la possibilité de perdre complètement le contrôle, ils se sont révélés être 2 hommes distincts avec 2 personnalités très différentes. Leurs idées sur ce que signifiait l'amour et jusqu'où ils étaient prêts à aller pour le préserver. Le shérif Franklin commençait à s'impatienter. À l'extérieur, sa voix prenant une tournure qui suggérait qu'il était prêt à arrêter de demander poliment et à commencer à faire. Demande.
J'entendais aussi d'autres voix, Tom Fletcher, Martha Fletcher et au moins 2 autres hommes qui semblaient avoir déjà vécu ce genre de situation. Elias tendit alors la main vers moi. Ses mains posaient doucement sur mes épaules, ses yeux bleus emplis d'une lueur qui ressemblait presque à du soulagement. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin, que quelque part en cours de route ils avaient cessé de se protéger. Et ils ont commencé à se protéger de la peur de me perdre. Il a dit que Jacob ne pouvait pas partir. J'ai regardé. Entre eux, ces 2 hommes qui avaient contrôlé tous les aspects de ma vie pendant si longtemps que j'avais presque oublié que j'étais capable de prendre mes propres décisions. Jacob serrait toujours ses clés, croyant toujours pouvoir garder le monde à distance avec des verrous et de la détermination. Mais Elias me tendait la main, m'offrant un choix que je croyais perdu à jamais. Quand j'ai pris sa main au lieu d'attendre la permission de Jacob, quelque chose dans ma poitrine, qui avait été verrouillée, a fini par s'ouvrir. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée avec des jambes qui semblaient appartenir à la maison. À quelqu'un d'autre. J'ai tendu la main vers la serrure, les doigts tremblants, au point de pouvoir à peine tourner le mécanisme. La porte s'est ouverte et la lumière du soleil a inondé le couloir où je me tenais dans l'ombre depuis si longtemps que j'avais oublié ce que la luminosité était telle que le shérif Franklin entra le premier, un homme d'une 50aine d'années, avec un regard bienveillant et une présence ferme qui vous faisait croire à nouveau à la justice. Tom le suivait. Fletcher, paraissant plus jeune et plus nerveux que je ne l'avais jamais vu, mais déterminé d'une manière qui me rappelait. Il y avait encore des gens dans le monde qui faisaient ce qui était juste, simplement parce que c'était juste. Le shérif Franklin m'a demandé si j'étais d'accord, si j'avais besoin de soins médicaux, si j'étais libre de partir si je le souhaitais. Ces questions étaient simples, directes, ne demandant rien de plus que des réponses par oui ou par non que je donnais d'une voix si. Il dut se pencher en avant pour m'entendre. Mais la question la plus importante arriva en dernier. Et quand il la posa, tout le monde semblait retenir son souffle, attendant ma réponse. Madame, êtes-vous ici par choix? Je me suis retournée. Autrefois Jacob et Élie, toujours unis dans leur corps commun, mais séparés maintenant par quelque chose de plus profond qu'eux. Chair et les os. Le visage de Jacob était empli de trahison et de rage. Mais Élie était. Il pleurait. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'il hochait la tête comme s'il me donnait la permission de me sauver. Non, dis-je, murmura-t-il, et ce seul mot résonna dans la maison comme un coup de feu. Non, je ne le suis pas. Sortir de cette maison et monter dans le camion de Tom Fletcher, c'était comme renaître à 19 ans. Le monde au-delà de Mockingbird il était plus vaste, plus lumineux et plus effrayant que dans mes souvenirs. Mais il était à nouveau mien. Dans un. Comme cela ne s'était pas produit depuis mes 16 ans, et j'étais suffisamment désespéré pour croire que n'importe quel type d'amour valait mieux que rien du tout. La procédure judiciaire a duré des mois. Il s'est avéré que ce que Jacob et Elias avaient fait n'était pas techniquement un enlèvement, puisque je les avais épousés de mon plein gré. Mais ce n'était pas non plus un mariage légal, puisque la loi du Missouri ne le prévoyait pas. Reconnaître de tels arrangements. Malgré les affirmations du révérend Morrison, j'étais ce que les avocats appelaient dans les limbes. Ni vraiment une victime, ni vraiment une criminelle, juste une jeune femme qui avait fait un choix impossible et vivait avec les conséquences plus longtemps que quiconque ne devrait le faire. Martha Fletcher m'a aidé à trouver du travail au palais de justice, à déposer des dossiers, des papiers, répondre au téléphone et apprendre petit à petit à vivre à nouveau dans le monde. Tom Fletcher m'a aussi aidé, même s'il m'a fallu 2 ans avant de pouvoir le laisser me tenir la main sans broncher. Et 3 ans. Avant que je puisse dire oui quand il m'a demandé de l'épouser correctement avec un seul marié et un avenir que j'ai pu aider à choisir. J'ai 81 ans maintenant. Et Tom est parti depuis 5 ans en décembre. On a eu 43 bons années ensemble, élevé 2 enfants qui n'ont jamais su toute la vérité sur la façon dont leurs parents se sont rencontrés. Construit une vie qui était ordinaire et précieux, à tous égards, contrairement à mon premier mariage.
Mais je pense encore parfois à Jacob et Elias. Je me demande ce qui leur est arrivé après que la loi a fini de poser ses questions et que la ville a fini de bavarder à leur sujet. Des secrets qui auraient dû rester enfouis. J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé, trouvé un autre endroit où deux hommes partageaient un. Le corps pourrait survivre sans être autant surveillé. J'espère qu'ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé, même si je soupçonne. Ils apprennent probablement simplement à être plus prudents quant au type de fille qu'ils choisissent la prochaine fois. Survivre à quelque chose d'impossible, c'est changer la façon dont on voit tout le reste. Chaque choix que j'ai fait après être sorti de cette maison m'a semblé être un cadeau. Chaque jour ordinaire, un petit miracle. J'ai appris que l'amour ne vient pas avec des cadenas, que la protection ne nécessite pas l'emprisonnement, qu'être désiré et être valorisé sont deux choses totalement différentes. Si mon histoire a trouvé son chemin jusqu'à ce soir, ou que vous écoutiez, j'espère que cela vous rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Dire non quand c'est non que l'on veut dire. Marcher vers la lumière même quand on ne voit pas ce qui nous attend de l'autre côté. J'espère. Cela vous aide à vous rappeler que votre voix compte. Vos choix comptent. Votre vie vous appartient et à personne d'autre. J'ai partagé cette histoire parce que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire la vérité sur ce à quoi ressemble vraiment la survie. Ce n'est pas toujours joli et ça n'a pas toujours de sens, mais c'est à toi. Et ça plus que tout. C'est ce qui fait que ça vaut la peine de se battre. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces mots, peut-être que vous pourrez aider ma voix à trouver son chemin jusqu'à eux. Parfois, les conversations les plus importantes ont lieu entre inconnus, qui comprennent qu'être humain signifie prendre soin les uns des autres, même quand on ne connaît pas nos noms. Dis-moi. Dans les commentaires, dites-moi de quelle ville vous regardez ça. J'aimerais savoir jusqu'où ces vieux souvenirs ont voyagé. Et peut-être avez-vous votre propre histoire qui mérite d'être racontée.